Salut tout le monde, nouvel épisode consacré à un prospect de la draft NBA 2023. À chaque fois, on vous donne l'essentiel sur un des candidats à cette draft. Dans cet épisode, ce sera Bryce Sensabo, joueur d'Ohio State. Bryce Sensabo, joueur d'Ohio State, né le 30 octobre 2003. Il aura donc pas encore 20 ans le soir de la draft, 1m98 et 107 kilos, beau bébé, 11e sur le big board d'envergure, 15e chez The Athletic, 20e chez ESPN, 19e The Ringer. Un big board, c'est un classement, c'est un ranking des joueurs, ça n'a rien à voir avec une mock draft, c'est-à-dire que les équipes qui choisissent à ces positions-là ne sont pas prises en compte. Pour parler de Bryce Sensabo, Thomas, Mathias, salut les gars. Salut à tous. Salut. Mathias, on commence par la biographie, comme d'habitude dans ces podcasts de Ouais. l'essentiel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vie de Bryce Sensabo? Alors, Bryce Sensabo. Alors, pour une fois, on n'est pas sur un joueur ultra coté au lycée. Donc, c'est un joueur qui vient de Orlando, en Floride, qui a même été élu le Gatorade Player of Florida dans son état, et qui donc était au lycée de Lake Island Prep, et donc qui n'était pas, comme je l'ai dit, un gros prospect 5 étoiles, mais plutôt un prospect 4 étoiles. Donc pas attendu comme un one and done, donc comme un joueur qui allait faire une saison entière puis directement partir à la draft. Ça peut s'expliquer aussi en partie parce que il a eu une blessure qui l'a fait rater sa 3e saison de high school, qui est souvent charnière, un peu charnière dans les yeux des scouts, etc. Et il arrive donc finalement à Ohio State, aux côtés de pas mal d'autres petits nouveaux, dans une grosse classe de recrutement de la part de la fac. C'est ça, Ohio State. Qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain? Qu'est-ce qu'on lui demandait? Thomas, quel genre de joueur, quel genre de freshman il a été pour sa première année donc en NCAA? Alors pour Bryce, c'est assez simple. Il n'était pas énormément sur le terrain. On va expliquer le pourquoi du comment potentiellement après. Il joue que 24 minutes par match, mais quand il était sur le terrain, il prenait la balle et il la mettait dans le cercle. C'est à peu près l'image. Du coup, il avait un énorme taux d'usage, 32%. C'est vraiment énorme. C'est le 10e plus gros du pays cette année. C'est un joueur donc, qui prenait énormément de tirs sur son temps de jeu. Il prend 12 tirs en 24 minutes. Il arrive à scorer 16 points sur ce temps de jeu. C'est vraiment énorme. Et il score beaucoup, il tire beaucoup, mais sur une très grosse efficacité. C'est un joueur extrêmement efficace cette année. Il a 40% sur plus de 4 tentatives à 3 points. Des 3 points qui sont très souvent assistés, à 90% quasiment. Contrairement à ses jumpers à 2 points, où il est à 50% de réussite sur ses jumpers à 2 points. C'est juste énorme, sur moins de 20% de tirs assistés. Donc un joueur qui vit énormément sur son jeu à mi-distance. Un très très gros shotmaker à mi-distance. Il aime bien tirer à 3 points, plus sur du catch and shoot. Il va pas tant que ça au cercle, mais il arrive à y peser quand même, notamment au poste, assez proche du cercle sur son court mi-distance. Donc il portait pas mal la balle, il était servi beaucoup pour scorer, peu de création pour les autres, on lui donnait la balle pour mettre la balle au fond du cercle tout simplement, que ce soit au poste, il avait des isolations, sorties de petits systèmes, donc beaucoup de situations pour scorer. Défensivement, on va en parler, c'est un peu plus compliqué, donc il était mis souvent sur moins bons joueurs, moins bons liés adverses. Il avait quand même un bon corps, donc il peut défendre pas mal de positions et monter par rapport à sa taille. Mais donc, surtout, on lui donnait la balle, comme je l'ai dit, pour inscrire des paniers, pour augmenter le score de l'équipe de Ohio State. 52% à 2 points, 40% à 3 points, 83% en lancer franc sont des chiffres élite. Il n'est pas dans le 50, 40, 90, mais c'est pas loin pour un première année, un freshman d'une grosse conférence, parce que la Big Ten, c'est quand même une des plus grosses conférences du pays. C'est solide. Mathias, pourquoi on draft Bryce Sensabo qui a un profil hyper particulier? L'équipe qui va le drafter pour quelle raison très précisément? Pour lui faire quoi? Pourquoi on le draft? Bon, Bryce, c'est un de mes chouchous, donc ça va s'entendre quand je parle de lui, mais si on le draft, c'est pour son jeu offensif, tout simplement, c'est pour marquer des paniers. Aussi dangereux derrière la ligne que sur du main range. Comme tu l'as dit, il a des stats et des pourcentages impressionnants. Il est moins spécialiste au cercle parce que c'est un joueur pas super explosif et très lourd. Tu l'as dit, quasi 110 kilos.
Il est capable de jouer avec le ballon en main, sans le ballon, donc vraiment être utile dans une attaque NBA. Tout simplement, pour moi, c'est le meilleur attaquant de la draft. Hmm. Donc à partir de ce moment-là, évidemment qu'il va intéresser des franchises NBA. Tu veux dire après les deux, les deux Stromon en haut, là. Bien sûr, bien sûr. On parle beaucoup de Victor. Chez Envergure, on considère que Scoot Anderson est quand même aussi une classe au-dessus un soulier au-dessus de tout le monde. Comment il marque en fait? C'est ça qui m'intéresse aussi. Est-ce qu'il a besoin d'écran? Est-ce qu'il y va en puissance? Est-ce qu'il est crafty? Comment il crée son scoring? Bah, il est capable de créer ses shoots tout seul. Il aime bien faire des petits step back, petits side step. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il a vraiment une facilité à aller chercher ses spots où il est à l'aise. Souvent sur du mid-range. Il est très facile pour faire ça. Il a un release très très haut, même s'il n'est pas forcément grand. Il a vraiment à shooter très haut. Donc ouais, c'est un attaquant très complet. Il peut drafter aussi, il peut shooter en mouvement aussi derrière des écrans. Il peut shooter après un dribble. En catch and shoot, il est encore plus létal. Donc voilà. Donc ce que je lis à travers ce que tu dis, c'est quand même un très bon jeu de pied, un attaquant complet. On a souvent tendance à dire, et c'est assez juste, enfin, si vous jouez au basket, vous en rendez compte, les grands shooters travaillent leurs appuis. Et s'il est capable de faire des side steps, des step back, de se resituer après des courses derrière les écrans, etc., ça veut dire que malgré son poids, qui est un mystère, il a des pieds de ballerine, quoi. Même s'il peut sembler un peu pâteau par moment, quand il a décidé de créer son shoot, il le crée. Ouais. Thomas, toi, tu es moins fan du profil, on va dire. C'est toi qui l'as le plus bas dans la team envergure en ce qui concerne ton big board, même s'il est quand même au premier tour. Malgré tout, tu le drafterais au premier tour. Pourquoi? Pour quelle raison, toi? Comme on l'a dit, moi je le draft plus bas, pas pour son scoring. Son scoring, c'est dur de le critiquer. Il est peu critiquable là-dessus. Il est juste monstrueux. Étant adepte du mi-distance également, à mi-distance, il est assez incroyable. Ce que j'aime beaucoup également, c'est que pour un joueur qui a une frame très imposante, il l'utilise assez peu finalement. Et donc, si en NBA, on lui demande de perdre du poids, ça va pas le déstabiliser sur son scoring, vu que même quand il poste, c'est pas un joueur qui va énormément enfoncer son joueur. C'est tellement un fort shotmaker que au moindre petit, au premier coup d'épaule, il va directement fade et fade son défenseur. Il est vraiment incroyablement solide à mi-distance. Comme Mathias l'a dit, il a tous les appuis, il a les fakes, il est très crafty, il joue en ballerine, il fade des deux côtés sans problème. Et il a, Mathias l'a dit également, une grosse facilité à trouver ses spots. Donc, sans avoir un gros premier pas, mais il se dirige tranquillement, il va où il veut, il prend ses spots, il est très fort dans le court mi-distance également, il a un excellent toucher avec la planche, sans la planche, donc vraiment, c'est un joueur qui get bucket, et c'est pour ça qu'on le draft, très clairement, je vois pas autre chose pour le drafter, c'est un joueur, on le prend, on peut lui donner la balle en main, on peut le faire jouer sans la balle, il peut être facilement insérable dans une attaque, Comment il peut joue se sans la face balle? facilement à 3 points. Est-ce qu'il a des qualités sans ballon au niveau des cuts, au niveau euh, des déplacements pour se mettre dans les fenêtres de passe, etc. Ouais, c'est un attaquant racé, c'est un attaquant complet, il fait les petits pas qu'il faut pour se libérer à 3 points, il sait sortir d'écran en mouvement, il sait cut, il sait prendre son défenseur dans son dos. Il est plus bon dans les déplacements à 3 points, je trouve vraiment, il arrive à trouver les petites fenêtres. C'est vraiment un attaquant qui sait comment scorer, c'est pas pour rien qu'il mettait quasiment 17 points en 24 minutes, c'est vraiment assez impressionnant. Donc vraiment, n'importe quelle position on lui donne offensivement, il va savoir mettre la balle dans le cercle, tout simplement. Un instinctif, un naturel. Pour que les Exactement. équipes NBA lui laissent faire ça, qu'est-ce qu'il va devoir développer selon toi comme skill, Mathias? Quelle chose il va devoir upgrader dans son jeu pour qu'on lui donne des responsabilités, pour que les équipes lui laissent des responsabilités avec le ballon? Bah, tout simplement sa défense. Hein. On n'est pas sur le meilleur défenseur de la QA, ça c'est sûr. Même si sur l'homme, c'est pas un défenseur horrible. Clairement, il a le physique pour tenir tête à des joueurs très imposants. Mais le gros problème, c'est sa défense off-ball, pour moi.
Il a beaucoup de mal à suivre son joueur, à éviter les écrans, à être concentré et moins focalisé sur le ballon, à comprendre mieux les switches aussi. C'est clairement le domaine sur lequel il va devoir progresser s'il veut rester sur le terrain en NBA. Parce Hmm. que là, même en NCAA, c'est tellement lourd que ça l'empêche de vraiment durer sur les parquets. Il a 24 minutes de moyenne, c'est pas pour rien. Il fait beaucoup de fautes. Donc ouais, c'est en plus de devoir s'affiner physiquement, c'est l'axe de travail qu'il va devoir faire. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? T'es d'accord? Non, clairement d'accord. Sa défense off-ball, personnellement, c'est peut-être le pire prospect que j'ai vu cette année off-ball en défense. Il est vraiment très très mauvais. Pire que Comme l'a J.J. dit Mathias, Jackson? ça. Non, abusons pas. Gigi Jackson a l'excuse de l'âge. Il a 13 ans et demi. Je peux lui faire quelques cadeaux. Non, Bryce, c'est vraiment compliqué. Des fois, il va être dos à son joueur. Des fois, vraiment, je comprends pas ce qu'il fait off-ball. Il va être dos à son joueur alors qu'il défend un shooter à 3 points. Il prend très mal les écrans. Il est un peu bras ballant, un petit peu. Il a un manque d'effort également. Il est pas aussi concentré qu'en attaque, clairement. On sent qu'il est plus attiré par l'attaque. Donc, non, vraiment, défensivement off-ball, c'est compliqué. On-ball, pardon, comme l'a dit Mathias, c'est un peu mieux, même s'il a les appuis un peu lourds, donc je trouve qu'il peut se faire blow-by un peu facilement par moment, mais ça reste plus décent. Mais off-ball, c'est vraiment compliqué. Comme Mathias l'a dit également, beaucoup de fautes. Il a été exclu 5 fois cette année. C'est contre Duke, il a été exclu en 14 minutes pour 5 Hmm. fautes. Donc je crois qu'on est possiblement sur un record. Donc non, c'était vraiment compliqué off-ball. Et également, ce qu'il a développé pour moi, pour qu'on lui donne la balle offensivement, c'est développer son playmaking. Il est capable de passes dans le drive, notamment. Il a des instincts intéressants, faut le souligner. Je suis pas autant critique qu'en défense, mais il a un corps assez loin dans son développement. Il loupe des fenêtres de passe assez faciles par moment. Il a un peu de tunnel vision également. Après, c'est tellement un bon scoreur que parfois il peut oublier ses partenaires. Ça peut un peu se comprendre également à cet âge-là. Mais il est un peu en retard dans les choses qui vont en attaque pour ses partenaires. Il est à une passe pour 2 pertes de balles, donc un ratio clairement négatif. Donc vraiment trouver mieux ses partenaires en attaque pour pouvoir lui donner la balle. Offensivement, c'est une des principales choses, vu qu'au niveau du scoring, même si j'aimerais qu'il ait un peu plus au cerf de temps en temps, il n'y a pas beaucoup à critiquer. Et donc, augmenter son playmaking pour pouvoir avoir la balle en attaque, Hmm. et j'ai envie de dire augmenter sa défense pour pouvoir rester sur le terrain, tout simplement, vu Ouais. que j'ai du mal à le voir défendre en NBA pour l'instant, tant il est faible off-ball. Il est Et oui, vraiment beaucoup trop ciblable. de l'affinage dans le QI, que ce soit des deux côtés peut-être. Du coup, Mathias, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Est-ce qu'on lui souhaite de tomber dans une équipe plutôt de bas de tableau pour essayer d'avoir du temps de jeu sans trop de pression, ou plutôt haut de tableau pour avoir justement des joueurs un peu cadrés autour de lui? Est-ce qu'on lui souhaite de passer peut-être un an à moitié en G-League pour se développer? Quel est pour toi le meilleur scénario de développement en année 1? Euh, je pense que toute sa carrière, son rôle, ce sera de mettre des paniers. Dans tous les cas, je pense pas qu'il ait vraiment besoin d'années en G-League. Je pense que faut qu'il tombe dans une équipe qui veut lui donner un rôle très précis, marquer des paniers, tout simplement. Hmm. Euh, Est-ce que ça existe, ça? Est-ce que tu as des exemples en tête des euh, équipes qui ont besoin enfin, pas qui ont besoin, mais qui utilisent des gars vraiment juste en bucket getter, quoi. ouais, bah je sais pas, je pense par exemple à un Quickly à New York ou des joueurs comme ça, mais j'ai pas vraiment d'équipe en particulier. Mais de toute Hmm. façon, toutes les équipes ont besoin de joueurs qui mettent des paniers. Ouais, Donc c'est vrai. euh, donc dans tous les cas, il va aider une équipe à lui d'être le moins handicapant possible de l'autre côté du terrain. Peut-être aussi s'il est capable d'améliorer son playmaking, parce que j'ai vu quelques petits flashs intéressants, même si c'est encore très poussif. Euh, mais voilà, l'environnement parfait pour lui, en tout cas, c'est une équipe avec du spacing et qui lui fait confiance en attaque. Ok, ok, une équipe qui n'hésite pas à lui donner au moins quelques possessions pour qu'il fasse Ouais, voilà, work his magic. His magic. c'est ça. Thomas, qu'est-ce que tu... Alors, tu as parlé des moments où il phasait défensivement. Au-delà de ça, au niveau de l'attitude, est-ce qu'il avait l'air pas concerné, ou c'est juste qu'il comprenait pas? Enfin, est-ce que c'est un manque d'envie? Est-ce que c'est un manque de compréhension? Est-ce qu'il y a des yellow flags, des drapeaux jaunes sur l'attitude du joueur, en fait?
Non, pour moi, c'est plus un manque de compréhension défensive, un petit manque d'effort également, comme je l'ai dit, il est clairement pas à 100% en défense sur Hmm. des close-out, vu qu'il va souvent être en retard sur des close-out dû à son positionnement qui est assez faible, il fait pas toujours l'effort à 110% pour aller close-out et compenser son retard de compréhension défensive, en fait. Mais sinon, sur le terrain, je trouve qu'il avait une bonne attitude, il rentrait à chaque fois avec de l'envie. En attaque, il était toujours en mouvement, comme on l'a dit, off-ball, il hésitait pas à lâcher, la balle également, c'est pas non plus un si gros croqueur que ça au vu de son talent au scoring. Il y en a qui se permettent de beaucoup plus. Donc non, franchement, j'ai pas de red flag sur sa mentalité. Pour moi, ça reste un joueur qui fait les efforts, faut en faire un peu plus en défense, mais pour moi le principal problème c'est de la compréhension défensive, c'est de l'apprentissage. Donc pour moi, vous parlez d'un scénario en NBA. Pour moi, c'est pas un mec qui a besoin d'aller en G-League comme l'a dit Mathias. Je sais que même en NBA, il va pouvoir scorer à n'importe quel niveau tant il est fort. Pour moi, il a besoin d'un cadre, une équipe qui mette les choses précisément défensivement avec lui pour vraiment lui dire voilà, va falloir taffer ça, va falloir taffer la défense si tu veux jouer en fait. Vu que si je le mets sur le terrain, je sais qu'il va me scorer, mais pour être sur le terrain, il va falloir qu'il progresse vraiment défensivement pour ne pas être trop négatif, vu que même s'il est très fort, même s'il met des paniers, s'il reste aussi faible off-ball défensivement, ça va être compliqué d'avoir un impact vraiment positif sur une équipe, même si il met Ouais, mid-range sur mid-range. c'est clair. Il y a peut-être un. C'est pas du tout le même gabarit, hein, mais un Spencer Dinwiddie qui était un peu dans ce registre-là, qui est peut-être aujourd'hui plus dans le playmaking, mais vraiment le gars qui sort du banc pour aller mettre des paniers, quoi. Il est fort à mi-distance d'ailleurs. Messieurs, est-ce qu'on y croit ou pas? La question à un contrat NBA rookie scale, mais ça vaut quand même des millions. Moi, oui, j'y crois. Hein. Sinon, je l'aurais pas aussi haut dans mon board. Clairement, Tu l'as je pense combien? que je l'ai 9, je crois. Ah ouais, top 10 quoi. Top 10, ouais. Bah, ouais, j'y crois. Un joueur aussi fort en attaque, quand bien même il a des gros défauts en défense, il sera forcément utile à une équipe. Donc voilà. Thomas? Moi, sur le scoring, j'y crois, il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème sur son scoring. Il a pas vraiment de plafond, vu que s'il arrive à rester longtemps sur le terrain, c'est un mec qui peut mettre 25 points en NBA. S'il joue 30 minutes, il peut mettre 25 points. On l'a vu cette année en NCAA. Quand il est sur le terrain, il marque. Donc, sur ça, j'ai pas de problème. Après, est-ce que il sera assez bon en défense et il arrivera à développer son playmaking pour que vraiment, pour vraiment avoir des minutes, pour qu'on lui donne la balle, pour qu'on lui fasse confiance offensivement? J'ai quelques doutes. C'est pour ça qu'il est pas très haut chez moi et qu'il est plus vers les 20. Donc quelques doutes sur le développement du reste de son jeu, le playmaking, la défense, notamment off-ball, il est très très loin d'être ne serait-ce que décent off-ball en défense. Donc il y a vraiment des années d'apprentissage. Donc pas une énorme croyance forcément dans le reste de son jeu. Le scoring c'est très très fort. S'il arrive à clean le reste de son jeu, ça peut être un très bon joueur NBA, mais Hmm. ce qui est à clean reste important pour moi. Gros risque, grosse récompense et gros poids sur la balance. Bryce Sensabo, c'était l'essentiel sur lui, le joueur d'Ohio State. On espère qu'il se sera affiné pour les workouts qu'on lit en ce moment. On enregistre le 26 mai. Il était au NBA Draft Combine. Il n'a pas fait les mensurations, ce qui peut être un bon signe, qui peut être signe il a pas trop besoin de les faire, qu'il a plus ou moins une promesse au premier tour. En tout cas, c'est ce qui arrive parfois pour les joueurs qui se permettent de ne pas faire les oppositions et de ne pas forcément rendre les mesures publiques à tous. Merci Thomas, merci Mathias, c'était l'essentiel sur Bryce Sensabaugh, joueur d'Ohio State. Tous les autres podcasts sur les top 20, les top 20-25 joueurs de cette draft NBA 2023 sont à retrouver sur nos plateformes d'écoute et sur YouTube. Et vous avez la version écrite sur envergure.co. N'hésitez pas. Ciao.